Au début, j'avais du mal à cerner cette histoire à cause du mélange de temps propre à la série de jeux vidéo dans les adaptés. Est-ce que les personnages n'en faisaient pas trop? Est-ce que l'intrigue suivait les bons survivants? Est-ce que le scénario n'allait pas exploser d'un épisode à l'autre? Mais c'est quand même Jonathan Nolan, le frérot de Christopher Nolan, qui a travaillé sur des projets comme Memento, Le Prestige, la saga Batman avec Christian Bale. Il est à l'origine de la série Westworld avec sa femme Lisa Joy. Donc autant j'avais de mauvais a priori lorsque j'ai commencé la série Le Problème à trois corps avec David Benioff et D.B. Weiss, je vous laisse regarder la vidéo qui en parle plus en détail, autant j'avais assez confiance en Jonathan Nolan pour ne pas qu'il nous déçoive trop pour Fallout. Et c'est drôle parce que pour ces deux séries de SF qui sortent à quelques semaines d'intervalle sur des plateformes qui s'affrontent, on a Ramin Djawadi, qui s'est fait connaître avec les musiques de Game of Thrones, qui est à l'origine des deux bandes sang. Et à l'origine, c'était déjà lui qui faisait les musiques de Westworld, donc vraiment le GOAT. Les jeux vidéo, je les connais de loin, ils ont l'air vraiment cool, mais pour vous la faire court, vous incarnez un survivant de l'apocalypse qui doit survivre et qui va découvrir un univers hyper intéressant avec plein de personnages et de créatures qui ont leur propre histoire. Donc il y a vraiment des choses sympas à faire avec ce lore. Tout comme Denis Villeneuve qui avait lu Dune quand il était adolescent, Jonathan Nolan a joué au jeu. C'est un gamer et ce n'est pas le premier à vouloir adapter Fallout en film ou en série. Jusqu'ici, Todd Howard, le directeur le plus connu de Fallout, avait refusé tous les projets présentés. Mais lorsque le projet de Jonathan Nolan a été accepté, ils ont eu l'ambition de faire une nouvelle histoire qui s'inscrivait dans la chronologie du jeu. Ça pourrait presque être un Fallout 5 sans vraiment en être un. Les seules limites qu'a donné Todd Howard, c'était des pistes scénaristiques qu'il voulait déjà utiliser dans les prochains opus, pour ne pas que Jonathan Nolan les utilise dans cette série et fasse des doublons. Donc une série très prometteuse sur le papier, on a de très bons a priori, mais c'est pas pour ça qu'on va faire des passe-droits scénaristiques. Parce que c'est le moment où on va rentrer plus dans les détails, on va retracer les événements de l'histoire, donc si vous ne voulez pas être spoilé, enregistrez cette vidéo pour la regarder plus tard. C'est parti. L'histoire suit plusieurs personnages qui vont se croiser encore et encore dans un univers rangé par les bombes nucléaires et la soif d'argent des grands groupes. La technologie est un peu différente de la nôtre, à la fois coincée dans les années 50-60 et parfois plus avancée que nous sur certains points. Il y a eu des explosions qui ont séparé l'humanité en deux. Ceux qui avaient assez d'argent pour acheter une place dans des bunkers tout confort, capables de les abriter pendant des siècles, et ceux qui n'avaient d'autre choix que de rester à la surface. On suit Lucy McLean, une descendante des premiers hommes qui ont trouvé refuge dans les abris. C'est donc une privilégiée, elle a toujours vécu dans un cocon, un espace fermé par la peur de l'extérieur, régi par des règles qui feraient pâlir d'envie un RH, parce que ce genre d'abri a été conçu dans une logique d'entreprise, le management, mais on y reviendra à la fin. Lucy habite dans l'abri 33, un abri unique en son genre, puisqu'il est accolé à l'abri 31 et 32 pour agir comme un triangle vertueux. Les trois abris sont fermés, mais les superviseurs de chaque abri peuvent communiquer pour procéder à des échanges. Et cela fait 200 ans que ces trois structures vivent comme ça, avec la certitude qu'aucune vie saine n'est possible à la surface pour le moment. À la demande de Lucy, un échange est réalisé entre l'abri 32 et 33, des ressources contre un mari pour la jeune femme. Il y a bien des mecs dans l'abri de Lucy, mais ce sont tous de lointains cousins, donc il lui faut littéralement du sang frais. Le tableau est trop beau pour être vrai, son mari est un beau gosse musclé, mais les habitants de l'abri 32 sont un peu bizarres. Il ne faut pas longtemps avant que le mari de Lucy essaie de la tuer et que les invités s'avèrent être des pilleurs venus tous les massacrer. Mais Lucy n'est pas n'importe qui. Son CV nous est présenté au début de l'épisode. Elle est intelligente, douée en sciences, elle maîtrise le combat, le tir. On ne peut pas l'accuser d'être une marissou puisque toutes ses compétences, elle les a acquises au fil des années. Lucy parvient à s'en sortir face à son agresseur, mais dans le reste de l'abri, c'est le chaos. Les habitants arrivent à repousser leurs assaillants, mais avant de partir, la chef des pilleurs enlève le père de Lucy. Pour quelle raison, on n'en sait rien pour l'instant. Mais un bref échange avec Lucy nous révèle qu'il y a des choses qui nous échappent et qui ne demandent qu'à être découvertes. Pour moi, ce début est cool, mais il y a des problèmes scénaristiques qu'on verra avec les révélations de fin, et qui me paraissent totalement illogiques, comme si ce pilote et l'épisode final étaient un peu désynchronisés. L'abri pense ses plaies après cette attaque meurtrière. D'ailleurs, ils ont réussi à capturer des prisonniers, même si j'ai l'impression que la chef des pilleurs avait parfaitement le temps de récupérer tous ces hommes, à moins que ce soit des blessés pris pour mort que les habitants de l'abri ont remis sur pied. En tout cas, dans la saison 1, ces prisonniers ne serviront pas à grand chose dans l'intrigue. Si ce n'est en mettant la puce à l'oreille aux spectateurs qu'il y a des choses très sombres qui se sont déroulées dans l'abri 32, mais on avait assez d'indices pour comprendre ça. Lucy s'enfuit seule de l'abri pour retrouver son père, elle laisse derrière elle son petit frère très futé, un bon personnage qui prétend manquer de courage pour la suivre. C'est d'ailleurs dommage, je l'aurais bien vu dans le monde de la surface.
mais le scénario souhaite l'utiliser pour résoudre les mystères qui se cachent dans les abris. On ne se méfie pas trop de sa carrure, il n'occupe aucune place au sein de l'abri par pur désintérêt. Dans cette société basée sur le mérite, on ne le calcule pas. Donc il est bien placé pour investiguer en mode incognito. À l'extérieur, Lucy avance un peu au hasard. Elle n'a pas vraiment de piste, et c'est là qu'elle rencontre un mystérieux homme et sa chienne. Alors, un peu plus tôt dans l'épisode, on nous a présenté ce personnage qui est en fait un scientifique. On nous montre que c'est un gentil puisqu'il sauve une chienne, et il travaille sur un projet sous-marin que les gens qui l'emploient ignorent totalement. Une fois le projet achevé, il décide de se l'injecter à la base de la tête pour le dissimuler. Il y a peut-être des moyens plus pratiques de cacher un objet aussi petit, mais pourquoi pas. Un événement fait qu'il fuit dans les terres désolées pour sauver sa chienne, et il est pourchassé par la base militaire pour laquelle il travaillait jusque-là. Attiré par un feu de camp dans la nuit, il tombe sur Lucy. D'ailleurs, ce feu de camp illustre bien un défi scénaristique pour cette série. C'est la difficulté de justifier la rencontre entre les personnages dans un univers aussi vaste et aussi vide. De manière générale, il y a toujours une raison pour laquelle ils se retrouvent, mais il y a aussi quelques fois où on se rend bien compte que ce n'est que le hasard et la chance qui les font se croiser. Bref, j'ai bien aimé retrouver Michael Emerson qui joue Benjamin Linus dans Lost. Il y a même le parallèle que l'on pourrait faire entre les abris expérimentaux scientifiques de Voltec et ceux du projet Dharma, mais on va pas trop dériver. Lucy continue son exploration, elle tombe sur une ville, et toutes les personnes qu'elle rencontre lui rappellent sa naïveté et sa méconnaissance profonde pour le monde extérieur. Le scientifique est là, lui aussi, mais il est désormais recherché par plus d'une faction militaire. En fait, il est au centre de toutes les convoitises, et cela à cause de la technologie qu'il s'est injectée dans le coup. J'ai préféré jusqu'ici ne pas parler des deux autres personnages principaux de la série, parce que c'est dans cette ville qu'ils vont faire la connaissance de Lucy pour la première fois. On a Maximus, un jeune homme ambitieux qui est dans une sorte d'organisation militaire, la confrérie de l'acier, et qui se fait constamment tabasser et rabaisser par ses camarades, à l'exception d'un seul poteau. C'est d'ailleurs le personnage que j'ai préféré dans les trois. Je me suis assez vite attaché à lui. Par un jeu de circonstances, il se retrouve écuyer du chevalier Titus, qui s'avère être une grosse pleureuse, et qui se fera tuer par un ours mutant. Opportuniste, Maximus prend sa place, espérant être titularisé chevalier en réussissant la mission de base. Retrouver le scientifique dans la nature, qui possède une technologie ancienne de haute valeur. Mais on a aussi la Goule. C'est un acteur du temps où Hollywood existait encore, qui a survécu aux 200 années de catastrophes sous la forme de cette créature, par le biais de différentes substances chimiques qui le maintiennent en vie et qui lui donnent des pouvoirs de guérison surhumains. C'est d'ailleurs le premier personnage que l'on rencontre dans la série. C'était alors un père de famille aimant, donc malgré toutes les dingueries qu'il va faire au cours de l'histoire, on sait qu'au fond, c'est un gentil. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? J'arrive pas trop à me décider. Mais ça aide grandement à l'apprécier. C'est un gars qui joue solo, une véritable menace pour les autres personnages, et qui recherche également le scientifique. Donc, comme dans un bon vieux western, Lucy, Maximus et la Goule se retrouvent pour un duel sous le soleil cuisant. Pour le moment, Lucy n'a pas d'autre objectif que de retrouver son père, mais elle reçoit l'information selon laquelle la chef des pilleurs serait intéressée par la technologie qui est dans le coup du scientifique. Et pour ôter le dilemme moral d'un point de vue scénaristique, qui nous ferait nous dire que Lucy est comme les autres puisqu'elle est prête à échanger un humain contre un autre, l'histoire nous dit que le scientifique voulait déjà à la base se rendre chez cette chef des pilleurs. D'ailleurs, on apprend que cette femme est très connue dans la région, elle se nomme Moldaver, et elle est à la tête d'un gouvernement annexe qui essaie de prendre le pouvoir sur les autres. Les trois personnages ont donc le même objectif, la technologie dans la tête du scientifique, mais chacun pour des raisons différentes. C'est la base pour une bonne histoire. Le scientifique parvient à s'enfuir avec Lucy, mais il est gravement blessé. Pour ne pas être un poids pour elle, il prend une pilule de cyanure pour en finir. Et il demande à Lucy de lui couper la tête pour l'amener à Moldaver, ce qui serait plus pratique selon lui. Alors, je sais pas c'est quoi le délire avec les décapitations dans les séries en ce moment. Sans spoiler, il y a aussi une histoire comme ça dans Le Problème à 3 corps, et à chaque fois, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Parce que l'implant que s'est injecté le scientifique, il est tout petit. Il est facilement localisable grâce au point d'injection qui est laissé une marque. Au lieu de couper la tête, on pourrait l'extraire comme on extrairait une balle. Ce serait plus facile à transporter, plus humain pour le scientifique et aussi plus logique. Alors, ils ont essayé de mettre une petite protection électrique au niveau de l'implant lorsque Lucy touche cet endroit, mais rien de difficile à contourner avec une machette bien aiguisée. Mais j'y vois deux raisons scénaristiques. Tout d'abord, ça pousse Lucy à faire un acte assez brutal, pour la confronter à ce monde de la surface sans pitié. Ça donne aussi un côté loufoque, crazy, recherché pour cette adaptation, et ça permet surtout un suivi de la technologie. Parce que, comme je le disais, c'est un défi scénaristique que d'arriver à se faire croiser les personnages. Et la tête permet à la fois d'être localisée par la
chienne du scientifique grâce à l'odeur, mais également par Lucy qui a mis un émetteur dans les trous de nez de la tête. Si elle s'était contentée de prendre la microtechnologie et de la fourrer dans sa poche, ça aurait pu être compliqué de faire tout ça. Je comprends donc pourquoi ils ont voulu couper cette tête, mais c'est mal amené selon moi. Et à ce propos, ce qui m'a le moins convaincu dans cette série aussi, c'était l'humour gore facile, toujours selon moi, qu'on retrouve avec un pied coupé, un doigt coupé, des effusions de sang. Je comprends aussi les hommages potentiels qu'ils ont voulu rendre à ce cinéma, mais personnellement, j'y étais moins sensible, bien que ça reste très subjectif, je suis d'accord. Et puisqu'on parle d'humour, j'en ai pas trop parlé jusqu'ici, mais ça fait partie de l'ADN de cette série. J'ai trouvé que ça marchait de mieux en mieux au fur et à mesure des épisodes. Par exemple au début, quand Lucy contemple la tête du scientifique après lui avoir coupé, elle ne semble pas plus affectée que ça ne participe pas vraiment à son évolution en tant que personnage. Elle plaisante même avec elle, alors que dans l'abri, elle a pas forcément plus l'habitude que ça de voir des têtes humaines. Donc c'était ce genre de décalage artificiel que j'ai trouvé mauvais au début. Mais j'ai l'impression que le décalage de Lucy avec le monde extérieur, qui est d'ailleurs parfaitement justifié, est mieux amené par la suite. Et j'ai donc trouvé les blagues meilleures, ou je me suis habitué, je sais pas trop. Bref, Lucy a désormais la technologie tant recherchée. Alors, elle a sur son Pip-Boy l'emplacement GPS du camp de Moldaver. J'ai pas réussi à trouver le moment où on lui a refilé l'emplacement du camp. Sûrement l'aubergiste qu'elle a rencontré dans la ville, même si j'ai pas l'impression que ce soit montré à l'écran. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur son chemin, elle tombe sur une créature du marais qui bouffe la tête. Mais heureusement, elle avait mis un émetteur dans l'un des trous de nez de la tête juste avant. Avant qu'elle ne puisse réagir, la goule la rattrape. Elle l'a retrouvée grâce à la chienne qui a pisté l'odeur de la tête. Et il essaie d'utiliser Lucy comme appât pour retrouver la créature qui a bouffé la tête. Malheureusement pour lui, il est obligé d'abandonner sa recherche parce que dans le feu de l'action, les petites fioles chimiques qui le maintiennent en vie sont détruites. Il s'en va donc chercher des rechanges et prend Lucy comme monnaie d'échange. Alors, c'est le moment où on voit que la goule est vraiment cruelle. Il laisse Lucy quasiment mourir de soif, il tue et mange une autre goule, il ampute Lucy d'un doigt, il la vend à un labo clandestin qui fait du trafic d'organes. On se rend compte que ce n'est plus du tout le personnage que l'on voit de temps en temps dans les flashbacks et qui avait un véritable sens moral. Voilà la parfaite illustration de ce que ce monde de la surface peut faire aux gens. Cela les transforme profondément. Et je disais au début de cette vidéo que Jonathan Nolan était le créateur de Westworld. Et ben ici, c'est presque le même personnage que l'homme en noir, que ce soit physiquement ou au niveau de la backstory. Je sais pas si c'est voulu, mais ça m'a sauté aux yeux. Lucy parvient à échapper au sort funeste que lui réservait le labo clandestin, mais elle ne veut pas juste fuir. Elle libère tous les prisonniers, y compris les ghouls, qui sont à un stade trop avancé pour garder un semblant d'humanité. Elle s'en sort, mais elle a dû tuer des gens. Cette expérience la fait ressortir en mode Lara Croft, Furiosa de Mad Max. Il y a quand même une ressemblance avec cette dernière, surtout au niveau de l'outfit, et je pense que c'est plutôt un hommage. Et c'est à ce moment que j'ai trouvé que le personnage de Lucy devenait particulièrement intéressant. Parce que, depuis que la série a commencé, on lui rabâche qu'elle n'est pas faite pour cet endroit, que si elle ne change pas, elle ne parviendra pas à survivre. Et le changement radical de la goule montre que pour survivre longtemps, il faut tuer ce qu'il y a de plus humain en soi. Mais Lucy veut montrer qu'elle peut le faire. Elle peut survivre et retrouver son père sans changer ce qu'il y a de plus profond en elle. C'est pour cela que lorsqu'elle retrouve la goule à l'extérieur du labo, elle lui laisse assez de produits pour survivre, ne cherchant pas à se venger de tous les malheurs qu'il lui a infligés jusqu'ici. Elle lui dit « Je finirai peut-être par vous ressembler, mais je ne serai jamais comme vous. » Dans un monde sans règles, c'est Lucy qui imposera les siennes. Donc vraiment un personnage badass. En revenant chercher la tête, Lucy tombe par hasard sur l'armure inactive de Maximus qui est en très mauvaise posture. C'est ce genre de rencontre que je trouve un peu artificiel. Parce qu'un bout de ferraille dans un tunnel, c'est facile à rater. Bon, c'est pas très grave tant que le reste de la série reste divertissant. Ce genre d'astuce scénaristique n'est pas trop choquant. Maximus continue à se faire passer pour le chevalier Titus auprès de Lucy. Celle-ci, voyant qu'il lui a sauvé la vie plusieurs fois, décide de lui révéler qu'elle sait où se trouve la tête, en échange d'un appui militaire de ses frères d'armes. Maximus ment en acceptant le deal, étant donné qu'il est recherché par son organisation, qui sait désormais qu'il a pris la place du vrai chevalier. Ce duo m'a fait penser à celui de Rey et de Finn dans le premier film préquel de Star Wars. Finn était un Star Trooper, déserteur, lui aussi portait une armure qui cachait son visage, qui se faisait passer pour un rebelle auprès de la Belle, et Rey le regardait comme un héros de la résistance qui allait l'aider à atteindre ses objectifs. Et ce duo m'a beaucoup plu à dire vrai, j'ai trouvé que c'était là que l'humour prenait vraiment pour moi. Parce que chacun d'entre eux est en décalage avec l'autre, Lucy n'a connu que la gentillesse et la bienveillance de son abri, Maximus n'a connu que la méchanceté et la cruauté des autres dans son camp militaire, l'une veut faire confiance aux autres et croire qu'il y a du bon en eux, l'autre se méfie de tout et de tout le monde.
Le meilleur moyen de montrer cette différence, c'est de l'illustrer avec un cas pratique, et c'est ce que le scénario fait grâce à la rencontre d'un autre duo sur un pont. La caméra fait bien attention à nous les montrer de loin pour qu'on n'ait pas d'a priori sur leur aspect physique, et j'ai trouvé la scène très drôle. Les personnages rencontrés essaient finalement d'attaquer les héros, on retrouve toute la mise en scène des films de western. Maximus avait raison et il est blessé durant l'affrontement. Dans les restes d'une ville détruite, celle dont est originaire Maximus, il cherche des médicaments dans un ancien centre et tombe dans un piège. Les héros se réveillent dans une pièce fermée, mais Lucie est rassurée. Ils viennent d'arriver dans un abri. Alors, je pense qu'à ce moment de la vidéo, je dois vous parler de toute l'intrigue qu'il y a dans l'abri de base de Lucie, le numéro 33. Parce que la série passe beaucoup de temps là-bas, et au début ça m'agaçait un peu. Parce que le frère de Lucie a beau être intéressant, ça reste un personnage secondaire. Et tous les autres résidents de l'abri, des personnages tertiaires. Ça parle d'élections, de jeux de pouvoir, et j'en avais strictement rien à carrer alors que les héros de la série étaient en train de s'entretuer à la surface. J'avais l'impression de regarder des fillers. Je reste convaincu qu'il y avait moyen de raccourcir cette partie de l'histoire, mais elle a quand même plusieurs utilités. Celle de nous informer sur l'attaque qu'il y a eu au début de la série, celle de créer un mystère pour les abris, et celle de faire le pont entre les flashbacks et le présent de la série. Mais on y reviendra avec les révélations finales. Donc, quand on arrive dans ce nouvel abri avec Lucie et Maximus, on est sur nos gardes. Parce qu'on a passé beaucoup de temps à nous montrer que les abris ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Les gens qui accueillent les héros sont suspects, il y a des mutants, des anciens habitants de la surface qui se sont retrouvés dans l'abri, les gens sourient de façon crispée, ils ont des rites religieux bizarres, et ils essaient de retenir à tout prix les héros dans l'abri. En plus, il y a un étage interdit dans lequel il ne faut absolument pas se rendre, ni même en parler. Bref, la série nous envoie tous les messages selon lesquels il faut se méfier de cet abri. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est parce qu'ils sont parvenus à nous plonger dans le même état de méfiance que les héros. Et lorsqu'on apprend que c'est vraiment des gars sympas, un peu niais mais qui n'ont aucune mauvaise intention, eh ben j'ai trouvé que c'était bien joué. Et puis dans cette partie de l'histoire, il y avait plein de trucs drôles, comme Maximus qui découvre le confort moderne, les douches chaudes, les sucreries, ou bien son offensive pour sauver Lucie alors qu'elle ne risquait rien. On est sur le même type d'humour que les Gardiens de la Galaxie, notamment quand Maximus vole le réacteur, comme Rocket aurait pu le faire, puis se fait sermonner par Lucie, comme aurait pu aussi le faire Peter Quill. Le seul bémol que j'aurais, c'est qu'il nous montre à un moment qu'il vénère Moldaver. Et donc c'est une preuve formelle qu'il sent avec un potentiel ennemi. Et que ce n'est pas que les héros et les spectateurs qui psychotent. Perso, j'aurais enlevé ce détail qui n'apporte rien finalement, mais encore une fois, c'est assez divertissant pour que ça ne soit pas gênant. Les héros retrouvent la tête grâce à l'émetteur dans son nez, c'est l'un des anciens camarades de Maximus qui l'a, et il vient d'appeler son armée pour venir la chercher. Détail important, au cours de son aventure, ce personnage a été blessé et s'est soigné avec un produit étrange qu'il a transformé en Ghoul. Alors il l'apprend en rencontrant les héros, parce qu'il se prend une flèche dans le cou et n'est pas affecté, donc c'est un bon moyen d'expliquer du lore sans être trop explicite. C'est ce que j'ai trouvé de bien dans cette série, il y a pas mal de points qui sont illustrés, montrés à un moment ou l'autre, sans qu'il n'y ait besoin qu'un personnage l'explique directement au spectateur. La caméra nous montre que les héros se trouvent sur un petit îlot boisé, il n'y a pas vraiment d'endroit où fuir. Du coup, lorsque les hélicoptères ennemis arrivent, Maximus décide de se rendre, seul, avec une fausse tête, pour laisser la chance à Lucie de s'enfuir. Ils s'embrassent, j'ai trouvé que c'était une scène réussie, notamment avec les têtes décapitées qui s'embrassent aussi. Ça illustrait bien le mood qu'ils ont voulu installer avec cette série, de l'amour, de l'humour, du gore et de la musique des années 50-60. Une fois revenu à la confrérie de l'acier, la supercherie de Maximus ne dure pas longtemps. Ils se rendent très vite compte que la fausse tête ne contient rien et décident de le tuer. Maximus parvient à s'en sortir grâce aux supplications de son ancien meilleur ami qui plaide en sa faveur. Et le chef décide de parler à Maximus en solo. Il lui confesse que les chevaliers ont perdu leur force de caractère, comme ce fut le cas avec le chevalier Titus qui est mort en fuyant. Et il fait une sorte de discours à la Palpatine en disant à Maximus qu'il a tout compris et que le pouvoir se prend, ne se donne pas. Et lui propose une association pour créer un nouvel ordre de chevaliers. Bon, j'avoue, là, ça m'a paru manquer d'informations, parce que Quintus, le vieillard, il a l'air d'avoir déjà tous les pouvoirs sur la confrérie de l'acier, il a pas vraiment besoin de Maximus, il suffit de l'obliger à révéler l'emplacement de la tête en le torturant, par exemple. Encore une fois, c'est un détail dans un océan de bonnes idées, donc on va pas trop s'attarder. Lucie arrive enfin chez Moldaver, son père est là, dans une énorme cage, et il y a aussi une sorte de Ghoul bizarre qui attend
attachée à la table. Lucy rend la tête, elle demande la libération de son père, mais Moldaver souhaite lui faire des révélations croustillantes. C'est la partie que j'ai trouvée à la fois intéressante et bien construite, mais aussi un peu bancale vis-à-vis des motivations de Moldaver. Parce qu'en parallèle de cette scène, il y a aussi les secrets que révèle le frère de Lucy dans l'abri 31. J'ai pas trop voulu m'attarder sur les aventures du frère, mais en gros, il a enquêté, il s'est rendu compte que les dirigeants de l'abri 32 et 33 venaient tous du 31, et que des choses bizarres s'y déroulaient. Il parvient à s'y introduire et tombe sur un abri désert. Il y a juste un robot avec un cerveau ambulant qui essaie de l'empêcher d'aller plus loin sans trop de succès. J'ai passé aussi sous silence toute la série de flashbacks qui montraient le passé de la Goule, qui était à l'époque mariée à une des têtes pensantes de Voltec. D'ailleurs, toute cette partie flashback était très réussie à mon avis. Donc les révélations, c'est quoi? C'est que Voltec, avec d'autres compagnies, se sont associés pour investir massivement dans les abris, et ont même été à l'origine des explosions nucléaires qui ont décimé la Terre 200 années plus tôt. Le but étant d'éliminer toute concurrence. Les conflits sont inévitables selon eux, la guerre aussi, autant détruire tout le monde pour ne garder que sa conception propre de la vie. Chaque abri pourra être administré selon les règles de la compagnie, des expériences sociales pourront être faites, les compagnies auront un plein pouvoir sur l'avenir de l'humanité. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le pouvoir du temps dans tout ce plan machiavélique. Parce que, plus fort que les armes, le temps sera toujours là pour anéantir toute trace d'humanité restante. Et les abris sont conçus pour survivre au temps. Pour aller plus loin, ils sont même allés jusqu'à cryogéniser des membres de Voltec pour qu'ils puissent administrer tour à tour les abris. C'est à cela que sert l'abri 31, une réserve de managers scientifiques prêts à servir la compagnie sur des siècles à venir. Et c'est surtout ce qu'est le père de Lucy. C'est un membre de Voltec, pas très mis en valeur dans les flashbacks de la Goule, et qui a manipulé sa fille toute sa vie en lui disant que l'extérieur n'était pas viable pour vivre. Pire encore, lorsque la mère de Lucy, qui n'avait rien à voir avec Voltec, a découvert le poteau rose et s'est enfui avec les enfants à la surface, le père est revenu les chercher en massacrant tout le monde sur son passage, y compris la mère de Lucy. Donc c'est vraiment pas un nice guy. Et donc le compas moral de Lucy, qui était son père jusqu'ici, est complètement déréglé. Moldaver semblait aimer la mère de Lucy, elle était même en contact avec les enfants, on le voit dans un souvenir. D'ailleurs, la Goule chelou que l'on voit au début de la scène, c'est la mère de Lucy, et c'est ce que j'ai trouvé bizarre que Moldaver maintienne dans un état cadavérique la femme qu'elle a aimée. Lorsqu'elle se rend dans l'abri 33 au début de la série, le plan c'est quand même que Lucy se fasse assassiner par son nouveau mari. Alors peut-être qu'au début elle ne savait pas que ça allait être Lucy, mais pendant la cérémonie, Moldaver ne pouvait pas ignorer que Lucy était la fille de la femme qu'elle aimait. Elle lui dit même qu'elle ressemble énormément à sa mère. Et puis le père connaît sûrement la tête de Moldaver, qui apparaît à visage découvert durant la cérémonie. Alors ils disent dans la série, quand la Goule tombe sur une affiche d'elle, qu'elle a bien changé. Mais dans les flashbacks, elle ressemble quand même beaucoup à son moi du passé. Donc on va prétendre pour le scénario que le père n'avait jamais vu Moldaver avant, ce qui est peu probable étant donné qu'il a mené la guerre dans sa ville et qu'elle était la femme qui lui a piqué sa propre femme de son point de vue. Je sais pas si vous avez d'autres explications, mais c'est ce qui m'a le moins convaincu. Parce qu'admettons que Moldaver soit une femme sans cœur, qu'elle se fiche des enfants de Rose, la maman de Lucy. Il y a une scène au début où elle place le père de Lucy face à un dilemme. Choisir entre sa fille ou les habitants de l'abri. Le père choisit sa fille, ce qui montre qu'il préfère sauver Lucy plutôt que l'abri ou les projets de Voltec. Et donc Lucy représente un levier immense pour faire plier cet homme. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais en tant que membre de Voltec, le père de Lucy a accès à un code qui est capable de faire fonctionner la technologie cachée dans la tête du scientifique. Et cette technologie, c'est la fusion froide, une source d'énergie illimitée qui peut changer la face du monde, et qui a été gardée sous clé par les grosses compagnies jusqu'ici. Donc le but de Moldaver, c'est d'obtenir ce code. Et pour faire plier le père, il n'y avait pas de meilleur moyen que d'utiliser la fille. La laisser dans la nature, c'est risquer de la voir mourir et de perdre ce levier de négociation. En fait, à ce moment, il aurait fallu qu'il sacrifie Lucy pour montrer que justement sa fille ne serait d'aucune utilité pour le faire plier. Et si on veut aller plus loin, ils auraient pu envahir l'abri 33 pour disposer de nouvelles ressources dont ils ont cruellement besoin. Ils disposent d'otages à la fin pour renverser les cartes du pouvoir. Et s'ils sont au courant pour la réelle identité du père, on peut imaginer aussi qu'ils sont au courant pour l'abri 31. Et tous les membres de Voltec qui possèdent aussi les codes pour la fusion froide.
Mais bon, là je m'avance peut-être un petit peu trop. Dans les trucs qui m'ont fait un peu tiquer aussi, il y a pas mal de fois où les personnages arrivent à s'en sortir de façon artificielle. Si la série n'avait pas été aussi fun, ça m'aurait beaucoup plus dérangé. Mais le but c'était de tout faire rentrer en 8 épisodes, donc je comprends. Tant que c'est pas totalement illogique au niveau du scénario. Parfois, les habitants de l'abri 33 expliquent qu'il n'y a aucune vie qui est possible à la surface, mais ils ne sont pas étonnés de voir des pilleurs. Lucy devine même leur vraie nature en scannant la radioactivité de son mari, ce qui établit qu'ils sont au courant qu'il y a des gens à la surface. Mais à d'autres moments, Moldaver dit que la mère de Lucy ignorait qu'il y avait des gens en haut, jusqu'à constater une différence dans la réserve d'eau. Bref, c'est un peu discordant au niveau des versions. Le plus simple aurait été de dire qu'il y a un peu de vie en haut, mais qu'ils sont malades, voilà. Pour cette fin de saison 1, le frère de Lucy se retrouve coincé dans l'abri 31. Il n'a pas d'autre choix que de rejoindre une capsule de cryogénisation pour survivre. On le voit pas y entrer, donc peut-être qu'il trouvera une échappatoire dans la saison 2. Mais si j'étais lui, j'aurais pris en otage les gars de Voltec qui sont encore dans les capsules pour obliger le cerveau sur pattes à m'ouvrir la porte. Pas sûr que ça fonctionne, mais ça vaudrait le coup de mettre une ligne de script là-dessus. Maximus rejoint Lucy, il apprend que le père est à l'origine de la destruction de sa ville, c'est à cause de lui qu'il est orphelin, et en plus, il se fait boxer par lui. La Goule arrive alors, elle trouve Lucy sur le corps inconscient de Maximus, et le père qui s'enfuit dans une armure. La Goule propose à Lucy de la rejoindre pour chasser le père, et Lucy ne peut pas vraiment rester sur place, parce que la confrérie de l'acier arrive, et même s'ils aiment bien Maximus, ils risquent de la tuer elle, donc elle s'enfuit avec la Goule. Maximus se réveille bien plus tard, c'est un héros de guerre, le chevalier qu'il a toujours voulu être, et son ordre met la main sur la fusion froide, une source d'énergie illimitée. Donc voilà comment se termine cette série. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment, j'ai eu l'impression de vivre à l'inverse que Le Problème à Trois Corps, un début qui m'avait beaucoup plu et qui s'était très vite dégradé. Que ce soit dans Fallout ou Le Problème à Trois Corps, on est sur des thèmes qui se ressemblent, la place des scientifiques dans le monde, la fin de l'humanité, la morale qui s'effrite dans un univers menacé de disparition. Cependant, il y a une différence fondamentale, c'est que les objectifs des deux séries sont très différents. Dans Le Problème à Trois Corps, on a cherché à adapter une œuvre très poussée de Liu Cixin, qui adopte un ton très sérieux, scientifique. Le but est une réflexion sur notre avenir, sur la technologie, sur notre relation à l'univers. Tandis que Fallout, c'est une histoire qui utilise des concepts scientifiques, plus ou moins détournés, qui les simplifie pour nous divertir avant tout. Du coup, j'avais évidemment pas les mêmes exigences en termes de rigueur scientifique ou même de logique. Lorsque dans la première histoire, on se place dans un cadre très réaliste, avec des problèmes mathématiques qui obsèdent nos scientifiques actuels, et la seconde histoire dans laquelle on retrouve des ghouls dans un univers western, tout sur un ton très humoristique. On retrouve bien l'obsession des frères Nolan pour le temps et le jeu avec la chronologie. J'attends vraiment la saison 2 de Fallout. Les acteurs étaient tous sympas, charismatiques, et même les personnages secondaires étaient bien travaillés. Donc vraiment une bonne adaptation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un petit like, à bientôt.